Bonjour, je m'appelle Walid Moulahoum, spécialiste en ressources hydriques et systèmes d'information géographique. Dans cette vidéo, j'expliquerai plus en détail le traitement des données raster. Après cette présentation, vous serez en mesure de, premièrement, décrire les différents types de données raster et comment ils sont utilisés, et deuxièmement, utiliser l'algèbre cartographique pour les opérations de géotraitement. Le concept de l'algèbre cartographique a été introduit par le docteur Dana Tomlin dans les années 1980. Dans ce concept, les couches raster sont considérées comme des objets que nous pouvons utiliser dans les calculs mathématiques et algébriques. C'est pourquoi ça s'appelle l'algèbre cartographique. Nous pouvons utiliser l'algèbre cartographique pour faire des multiplications, des divisions et toute autre opération mathématique que nous pouvons faire avec une calculatrice. Nous pouvons également les utiliser dans des fonctions. Dans un cycle de bureautique, vous trouverez la fonctionnalité de l'algèbre cartographique dans l'outil qui s'appelle calculatrice raster. Mais l'algèbre cartographique peut également être appliquée dans une ligne de commande ou un script. L'algèbre cartographique utilise une syntaxe spécifique. Lorsque nous utilisons des opérateurs mathématiques, nous écrivons que le résultat est égal à une expression, puis l'opérateur, plus, moins, multiplication, etc., suivi d'une autre expression. Ces expressions peuvent être des cartes ou quelque chose qui résulte en une carte. Le résultat est souvent aussi une carte. L'utilisation de la syntaxe devient de plus en plus claire si l'on observe des exemples. Dans le premier exemple, nous allons multiplier deux cartes. La carte A et la carte résultat, et elle est égale à la carte B multipliée par la carte C. Ici, nous avons les cartes avec les valeurs où nous pouvons voir la valeur du pixel au milieu. Dans la carte B, la valeur du pixel est 8 multiplié par 7 dans la carte C et cela donne 56 qui seront stockés à la même position dans la cellule de la carte A. Nous pouvons également multiplier les cartes et faire des ajouts en suivant les règles mathématiques courantes. Outre les opérateurs mathématiques, nous pouvons également utiliser des fonctions. La syntaxe est dans ce cas un peu différente. Nous avons une carte de résultat qui équivaut au nom d'une fonction sig à laquelle nous donnons comme argument les expressions qui peuvent être des cartes ou d'autres éléments qui résultent en une carte. Le résultat est une carte ou plusieurs cartes. Un exemple de fonction est la fonction de calcul de pente. Si nous avons un modèle numérique de terrain, nous pouvons appliquer la fonction de pente et le résultat sera stocké dans une nouvelle carte qui contient les valeurs des pentes. Dans l'algèbre cartographique, nous avons différents types d'opérations que je vais expliquer dans les prochains slides. Il y a des opérations locales ou ponctuelles, des opérations focales ou de voisinage, des opérations zonales ou régionales, et des opérations globales ou cartographiques. Les opérations locales sont des opérations d'algèbre cartographique qui sont indépendantes des cellules voisines et sont donc évaluées cellule par cellule comme dans l'exemple de la multiplication. La carte des résultats est alors le résultat du calcul pour chaque position du pixel. Des exemples à ces opérations sont les opérations mathématiques simples comme l'addition ou la multiplication de deux cartes. Un exemple lié à l'hydrologie serait de calculer la profondeur de la nappe. Dans ce cas, nous prenons le raster de l'élévation de la surface et nous soustrayons le niveau de la nappe pour obtenir la profondeur au niveau de la nappe. Nous pouvons appliquer toutes sortes d'opérations mathématiques de cette manière, comme par exemple pour convertir les unités. Avec les opérations focales, les calculs sont un peu différents car il existe une relation entre la cellule que nous considérons pour le calcul et son voisinage. Il existe différents types d'opérations focales.
Il existe des opérations de fenêtre mobile où nous considérons une zone fixe autour de la cellule et cette zone est appelée la fenêtre. Il existe des opérations de direction d'écoulement où l'on considère la direction de l'écoulement pour calculer le résultat du pixel. Le chemin de friction est un peu similaire, cependant il n'est pas lié à l'écoulement mais aux frictions. Il y a aussi le transport de matière dans le sens d'écoulement, où nous considérons un chemin d'écoulement des matériaux. Et il existe une analyse de visibilité qui peut être utilisée pour calculer ce qui peut être observé à partir d'un point spécifique. Ici, je présente quelques exemples d'opérations focales. Disons que vous avez une carte d'élévation et que vous souhaitez lisser les données d'élévation en recalculant l'élévation moyenne 3 sur 3 km autour du pixel. Vous pouvez faire cela en utilisant des fonctions focales. Ici, la moyenne de la fenêtre est une fonction qui calculera la moyenne des valeurs d'élévation dans une fenêtre de 3 km sur 3 km comme spécifié par la valeur 3000. Le résultat est stocké dans une carte d'élévation moyenne. Un autre exemple serait pour examiner la diversité des habitats. Nous avons une carte des habitats et dans une fenêtre de 5 km sur 5, nous calculons le nombre de types d'habitats différents dans cette fenêtre. Ce résultat est stocké dans la carte de diversité d'habitats. La carte de pente est également un exemple d'une opération focale. Si vous avez une carte d'élévation, alors nous considérons une fenêtre de 3 sur 3 pixels pour calculer la pente la plus raide et celle-ci est assignée au centre de la fenêtre. Plus d'informations sur cette opération en particulier peuvent être trouvées dans la vidéo sur l'analyse des MNT et la délimitation des bassins versants. Un exemple d'utilisation du chemin d'écoulement est celui où nous avons comme argument d'entrée la pluie, dont les unités sont converties en les multipliant par 1000, et aussi une carte de direction d'écoulement ou une carte de direction de drain local. La fonction AQFlux accumule le matériau, donc la pluie en millimètres multiplié par 1000, sur la direction d'écoulement pour obtenir l'accumulation d'écoulement. Il y a aussi des opérations zonales. Les opérations zonales sont liées aux classes auxquelles appartient le pixel. Elles peuvent être utilisées pour agréger la valeur des cellules sur des zones. Par exemple, calculer la moyenne ou le total d'une entité par classe d'utilisation des sols. Jetons un coup d'œil sur les exemples. En entrée de ce premier exemple, nous avons une carte continue et une carte discrète. La carte continue représente les températures, la carte discrète représente les usages de sol. Ce que nous voulons faire, c'est connaître la température moyenne par type d'utilisation du sol. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant calculer la moyenne sur chaque classe d'utilisation des sols et cela nous donnera la moyenne par classe. Donc, nous regardons maintenant le second exemple. Donc, dans cet exemple, nous avons la carte du sol avec des classes discrètes, avec une carte de raster continue contenant les valeurs de la conductivité hydraulique saturée. Nous pouvons donc calculer la valeur moyenne de la conductivité par type de sol. On peut faire tout ça avec une opération zonale. Ensuite, il y a les opérations globales. Ces opérations prennent en compte toutes les valeurs d'une carte et le résultat est en fait un résultat non spatial mais un scalaire, donc une valeur seulement. Par exemple, obtenir le total de toutes les valeurs de la carte ou la moyenne. La valeur dans ce cas est donc basée sur toutes les cellules présentes dans cette carte. Un exemple de cela serait de calculer la population totale à partir d'une couche raster de la population.
Nous avons une carte avec le nombre de personnes vivant dans le pixel et nous calculons simplement le total en faisant la somme des valeurs de tous ces pixels. C'est donc une opération globale car tous les pixels de la carte contribuent au calcul. Le deuxième exemple serait de calculer la moyenne totale de précipitations sur une région. Nous utilisons une opération globale pour sommer les valeurs de tous les pixels et la diviser par le nombre de pixels. Le résultat est la valeur moyenne des précipitations dans toute la zone raster. Une forme spécifique d'algèbre cartographique est réalisée avec des opérations booléennes. Les opérations booléennes sont effectuées avec des cartes booléennes. Les cartes booléennes ont été expliquées dans une vidéo précédente. Ces cartes contiennent des valeurs de 1 pour tous les pixels qui ont la valeur vraie et une valeur 0 pour tous les pixels considérés comme faux. Ceci est généralement utilisé pour les cartes binaires telles que les zones inondées par rapport aux zones non inondées ou polluées par rapport aux zones non polluées. Les opérateurs booléens que je vais expliquer résultent en une carte booléenne. Un premier opérateur que nous pouvons utiliser est AND ou bien et. C'est facilement démontré si nous regardons le cercle ci-dessous. Nous voyons que là où les deux cercles sont présents, cela résulte en la zone considérée. Un exemple un peu abstrait est démontré par ces deux cartes. Si nous voyons l'expression 1 et nous utilisons l'opérateur AND avec l'expression 2 pour arriver à une carte de résultat. Donc, si nous regardons l'expression d'entrée 1, elle est vraie. Pour ce pixel, donc elle est vraie ici. Dans l'expression 2, elle est aussi vraie. Donc, le résultat, il est vrai. Si par contre, dans l'expression 1, la valeur elle est égale à 1, donc elle est vraie. Dans l'expression 2, elle est égale à 0. Donc, le résultat sera égal à 0. Si les deux sont égales à 0, donc si les deux sont fausses, le résultat sera automatiquement fausse. À la fin, une valeur manquante dans l'une des deux cartes, dans l'une des deux expressions, résulte automatiquement d'une valeur manquante. Un autre opérateur est l'opérateur NOT ou bien non. Cet opérateur simplement inverse les valeurs de sortie. Ce qui était vrai devient faux et vice-versa. Donc ici, nous voyons que 1 devient 0 et ce qui était 0 devient 1. Encore une fois, une valeur manquante résulte en une valeur manquante. Un autre opérateur que nous utilisons est l'opérateur OR ou bien OU. Cet opérateur peut également être démontré avec les cercles. Il est vrai pour chaque cercle indépendamment et là où les deux cercles se chevauchent. Si nous regardons l'expression 1 et l'expression 2, si l'expression 1 a une valeur de 1 et l'expression 2 a une valeur de 0, le résultat, il est vrai. Donc, il a une valeur de 1. Si les deux ont une valeur de 1, donc si les deux sont vrais, le résultat, il est vrai. Par contre, si les deux sont fausses, le résultat, il est faux. Encore une fois, une valeur manquante résulte toujours en une valeur manquante. Le dernier opérateur que nous allons voir, c'est l'opérateur qui nous permet de ne pas avoir vrai lorsque les deux sont vrais. Donc, nous utilisons l'opérateur à ce moment-là, XOR ou bien XOU, connu aussi sous le nom le OU exclusif. Ici, dans le cercle, nous voyons que ce n'est vrai que lorsque les deux cas ne se chevauchent pas. Dans la carte, nous pouvons le voir. Si nous évaluons les valeurs de sortie que l'expression 1 est égale à 1, okay, donc l'expression 2 est égale à 0, cela se traduira par une 1 dans la carte de résultat. Donc 1, 0, nous avons le 1 dans le résultat. Si l'expression 1 et l'expression 2 sont toutes les deux vraies, donc égales à 1, comme dans ce cas, le résultat sera faux. Si les deux expressions sont fausses, le résultat aussi sera faux.
Ainsi, seulement lorsque l'un des deux est vrai, il en résultera un 1 si nous utilisons l'opérateur XOR. Une valeur manquante résulte toujours en une valeur manquante. Nous devons accorder une attention particulière aux valeurs manquantes, nulles ou no data, dans l'algèbre cartographique. Si nous utilisons des cartes booléennes qui ont 1 pour vrai et 0 pour faux, c'est différent d'utiliser 1 pour vrai et no data pour faux. Pour certains calculs, par exemple, les calculs de distance, la distance sera calculée entre toutes les cellules no data et les cellules contenant des données. Puisque 0 est considéré comme une donnée, le résultat ne sera probablement pas celui que vous souhaiteriez. Donc, dans ce cas, vous devez convertir les 0 en no data afin de calculer la distance de no data à tous les pixels. Vous devez vous rappeler que no data dans l'une des cartes en entrée entraîne toujours une no data ou donnée manquante dans la carte de sortie.